intense que le froid ambiant qui me mord le visage me traverse le chine quand je vois les installations dévastées. Un chaos indescriptible s'est abattu. Bienvenue chez les Grands Anciens, ces créatures extraterrestres créées par l'écrivain Howard Phillips Lovecraft. Ce sont des entités cosmiques hors du temps et de l'espace, adulées comme des divinités aux risques et périls de la santé mentale de leurs adorateurs et de ceux qui croisent leur chemin. Cthulhu, qui rêve et attend dans la cité de Hlié, est le plus célèbre de ces anciens. The Great Old Ones, c'est aussi un groupe de black metal français originaire de Bordeaux, de post-black ou Lovecraftian black metal pour être très précise. Les écouter ne vous mènera pas dans les abysses de la folie, contrairement à la vue de ceux des mythes de Lovecraft, mais plutôt à une expérience onirique singulière. Leur dernier album, Cosmicism, remonte à 2019, et un prochain est en préparation. Pendant près d'une heure, nous parlons avec Benjamin, le grand ancien fondateur et voix de The Great Old Ones. Nous parlons bien sûr de Lovecraft et de son influence sur la musique du groupe, mais également beaucoup de rapports à la lecture, d'influences littéraires multiples et du rôle majeur que joue la littérature dans la construction de son imaginaire, donc de soi. Préparez votre carnet de notes, car si vous êtes à court d'inspiration en matière de lecture, vous terminerez l'écoute de ce podcast avec une belle liste de livres. Merci à Benjamin qui m'a autorisé à utiliser des chansons du groupe en habillage sonore et retrouver les liens de The Great Old Ones dans la bio. Bonne écoute et bonne lecture. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le groupe The Great Old Ones, déjà pourquoi dans l'univers Lovecraftien en particulier The Great Old Ones, donc les grands anciens, comment il est un petit peu né, comment il a vu le jour et pourquoi ce nom? Alors The Great Old Ones, donc TGO pour les intimes, comme on peut l'appeler régulièrement, ça a été créé. Il y a un peu deux dates en fait, 2 années, puisque moi, j'ai commencé à composer tout seul en 2009. J'avais commencé à composer sans savoir ce que ça allait donner, mais de la musique tout seul. Et en gros, c'est devenu véritablement un groupe en 2011, donc 2 ans après. En fait, une fois que j'avais presque de quoi faire un album complet, suffisamment de morceaux pour commencer à se dire, bah tiens, il serait peut-être temps de faire des concerts. Donc là, j'ai commencé à chercher du monde. Avec qui faire ce projet-là et du monde qui a beaucoup bougé puisque depuis je ne suis plus que le seul membre d'origine du groupe. Je dois être un certain tyran, faut croire, mais en tout cas ça a beaucoup changé au cours des années. Et pour le concept de manière totalement transparente. Après quelques morceaux, au moment où il a fallu commencer à réfléchir un peu au concept autour de tout ça, c'est tombé un peu de cette manière-là, c'est-à-dire que je retrouvais en fait dans ce que je composais des émotions que je ressentais quand je lisais du Lovecraft quand j'étais plus jeune et donc du coup c'est tombé comme une évidence quoi. C'était le sujet qui collait parfaitement à la musique, qui m'inspirait au niveau des textes et pour continuer aussi à composer, tout devenait plus évident. Comment est-ce que tu as choisi ces gens pour que Lovecraft les emballe à ce point, pour créer cette unité? Alors même si ça a changé, peut-être ils sont devenus fous, ça on le saura plus tard. Ouais, je sais pas trop, mais je pense que certains non, peut-être d'autres, peut-être oui. En fait, déjà à l'époque, il y avait Jeff qui m'a rejoint en premier et qui lui connaissait très bien Lovecraft aussi. Donc quand on en a parlé, ça lui a aussi semblé évident. Donc ça, c'était quelque chose d'acquis de ce côté-là. Après, dans les premiers membres du groupe, tout le monde ne connaissait pas Lovecraft. Enfin, connaissait de nom, mais en tout cas, c'est pas forcément penché. Donc la plupart s'y sont penchés à ce moment-là. Certains sont devenus totalement fans, d'autres parce qu'ils étaient dans le groupe, d'autres connaissaient déjà. Il y a eu pas mal de choses comme ça, mais en tout cas, je pense que chaque personne qui rentre dans le groupe jusque-là, soit connaissait déjà, soit s'est complètement approprié l'univers, en fait, sans batailler. C'est en gros, a compris l'univers et s'est intéressé à l'auteur et à ses écrits. Oui, ça s'est fait naturellement, en fait.
Bah, en même temps, quand tu rentres dans un groupe qui a une thématique aussi forte, tu es obligé de t'y intéresser. Après, chacun à son degré, hein. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de devenir fan, tout le monde n'est pas obligé de lire ça constamment, de tout lire. Mais ça semblerait quand même assez étrange de rentrer dans TGO sans s'intéresser à Lovecraft. Enfin, je pense qu'à un moment, il y aurait quelque chose qui collerait pas. Cette unité donc de concept, etc., on la retrouve même dans les pochettes, où dans le métal, c'est quand même un élément très, très fort, la pochette, c'est vraiment, ça fait partie de l'imagerie du groupe et de l'esthétique. Comment, est-ce que c'est toi qui choisis les artistes qui designent les pochettes, ou comment ça s'est fait au niveau visuel? Alors en fait, il y avait quelque chose d'aussi évident au début, qui a changé, qui va changer surtout sur la suite. C'est que c'était Jeff dont je parlais tout à l'heure, donc Jeff Grimald, qui était membre du groupe, qui est le premier à avoir rejoint, qui est peintre illustrateur. Donc en fait, il y avait quelque chose de complètement logique dedans, qui connaissait bien Lovecraft, qui est un type qui a beaucoup de talent. Donc ça semblait évident que ce soit lui qui s'occupe des illustrations. Donc il n'y avait pas vraiment il n'y a pas eu vraiment de choix au début. Je dirais pas que j'ai pas eu le choix, je dirais juste que c'était évident, et puis ne pas le faire, ça aurait été complètement idiot. Pouvoir travailler avec quelqu'un qui fait partie du groupe, qui joue la musique du groupe, qui la comprend et qui a un gros talent, ça aurait été dommage de pas le faire. Puis de toute façon, je pense que la question s'est même pas posée. En fait, ça s'est fait de cette manière-là. Après, là, il a quitté le groupe depuis. Ça commence à faire un moment. Donc, je pense qu'il va être temps de passer à autre chose au niveau des illustrations. Donc, ça va changer un peu. Donc là, oui, à partir de ce moment-là, je cherche des illustrateurs qui peuvent me plaire. Ça va être particulièrement pour le prochain album. Donc c'est plutôt moi qui vais en recherche de ça, mais par contre je vais toujours valider un peu l'esprit par mes acolytes, parce que concrètement, s'il y en a un qui me dit alors moi ça me parle pas du tout, je trouve ça dégueulasse, déjà je vais me remettre en cause mes goûts, mais en plus je vais me dire que non, il faut que ça plaise à tout le monde, il faut que ça parle à tout le monde dans le groupe, sinon en fait, si ça fait l'unanimité dans le groupe, c'est que a priori, ça devrait plaire à pas mal de gens autour. Et puis, on se fait plaisir au niveau de l'illustration, c'est vraiment qui choisissons, puisque le but c'est de nous faire plaisir à nous et d'avoir des covers en fait qui correspondent à notre vision de notre musique. Après, évidemment, si ça plaît aux autres, tant mieux. Mais bon, en tout cas, le choix premier, il est pour nous. Lovecraft, comment est-ce que tu y es venu? Parce que tu es donc un admirateur, appréciateur de Lovecraft, mais tu également collectionnes beaucoup d'ouvrages. Enfin, c'est plus qu'un goût littéraire en ce qui te concerne, puisque tu l'as même donc prolongé dans ton groupe. Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite? Ça, c'est venu avec le jeu de rôle quand j'étais gamin. Donc, c'est jeu de rôle l'appel de Cthulhu, pour ceux qui connaissent pas. Tiré donc de la nouvelle de Lovecraft, on va dire la plus célèbre de l'auteur, je pense. Et donc du coup, c'est venu vraiment de là, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai un ami qui m'a initié à ce jeu de rôle spécialement, au jeu de rôle en général, mais particulièrement à celui-ci, même si on a pu tester 2-3 autres choses, mais on y revenait quasiment qu'à celui-ci, et donc du coup, je suis vraiment tombé dedans. En plus, quand on est ado, je sais pas, j'arrive pas à me souvenir quel âge j'avais. Je pense que j'avais 13 ans, un truc comme ça, 13-14 ans, pas beaucoup plus, quoi. Donc, t'es encore en train de faire toute ta culture littéraire, même culture musicale, enfin culture tout court d'ailleurs, à cet âge-là. Et donc ça m'a vraiment passionné. Je me suis vraiment retrouvé dans des aventures incroyables, des histoires incroyables, et par continuité, j'ai voulu connaître plus de l'auteur duquel était inspiré le jeu de rôle, où moi je m'éclatais avec mes potes à l'époque et je vivais il y a quelque chose qui m'attirait dans la littérature horrifique de manière générale, parce que je me souviens encore je dois l'avoir qui traîne encore quelque part chez moi, mais d'un bouquin que ma mère m'avait acheté, qui était un bouquin Folio Junior, donc cette collection là pour les ados, ouais. Mais il y a des bouquins. Il y a des trucs pour les grands ados, on va dire, ou un peu plus vieux. Elle m'avait acheté un bouquin qui s'appelait La solitude du buveur de sang. Je me souviens, une histoire de vampire, mais qui était un folio junior, donc c'était vraiment pour ados. Mais je t'avoue que j'ai encore quelques souvenirs de quelques scènes qui étaient bien. Même je me dis, j'ai eu ça quand j'avais mes parents faisaient un peu gaffe à ce que je disais, mais bon là, elle avait dû vouloir me faire plaisir. Mais moi, j'avais quelques scènes qui m'ont encore marqué en fait, en tout cas. Donc j'avais déjà
une attirance, en tout cas, pour tout ce qui était littérature un peu horrifique, épouvante, science-fiction, un peu tout ça. Après, j'ai lu plein de Stephen King, énormément. Enfin, je me souviens d'avoir lu ça à l'époque. Le roman de Stephen King m'a énormément marqué. Et il fallait quand même s'enquiller les 3 tomes. Et ça, c'était à 12-13 ans. C'est quelque chose que je dévorais à l'époque. Et donc, du coup, je pense que d'avoir découvert donc le jeu de rôle, cet univers-là, bah il y avait donc comme je disais, je lisais d'autres choses aussi, mais là il y avait une entrée qui était très particulière. Donc à partir de ce moment-là, c'était y aller à fond. Et j'ai vraiment aimé. Et c'était pourtant assez différent des auteurs, comme je disais, comme Stephen King, qui sont beaucoup plus frontaux, en tout cas dans les descriptifs. On est plus dans l'horreur pure. Oui, puis dans un style plus entre guillemets, hein, parce que je trouve ces distinctions souvent un peu stériles, mais un peu plus facile à lire. C'est vrai que Lovecraft, il a un style qui est un peu désuet et qui est moins accessible que Stephen King quand on a 13-14 ans et qu'on peut, comme tu disais, on découvre et on se fait sa culture. Oui, je suis complètement d'accord. Je dirais même que c'est presque l'opposé, parce que il doit y avoir un juste milieu entre Stephen King et Lovecraft, parce que on prend Lovecraft qui est des fois très dur à lire, même quand on est fan, des fois se replonger dans certaines choses, c'est difficile. Ouais. On sait qu'à un moment, on va aborder le descriptif de toutes les roches dans les montagnes hallucinées, par exemple, et là, bon, ok, ça va être chiant pendant quelques pages, mais après ça va être cool. Alors que dans Stephen King, effectivement, on est dans quelque chose de plus direct, un peu plus simple à lire, mais bon, ce qui enlève pas des qualités. Hein. Moi, je suis pas j'ai pas de problème avec ça, mais effectivement, on prend 2 exemples d'un style d'écriture du côté de King qui est facile d'accès à du Lovecraft qui est plutôt difficile d'accès pour un néophyte. Mais après, quand on est plus jeune, on est sûrement moins difficile, je pense. Alors, on peut peut-être lâcher les choses plus vite, mais par contre, on va être moins regardant. Bah déjà, on a un peu moins de recul par rapport à toutes les lectures qu'on a pu avoir après, se faire un avis, se faire j'allais dire une oreille. Ça, c'est plutôt pour la musique. Alors, je sais pas comment on dit ça pour la lecture. On va se dire, on va se faire des yeux. J'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, au bout d'un moment, on va devenir plus critique. Alors que quand on est gamin, on est une éponge, on prend tout. Et donc, j'ai pas eu tout le souvenir quand j'étais gamin de me dire, c'est dur à lire Lovecraft. Non, au contraire, en fait. Mais aujourd'hui, je peux me le dire plus facilement que c'est parfois difficile à lire. Ben c'est vrai que, d'ailleurs, King, dans Écriture, son essai sur l'écriture, explique bien que, par rapport à ce que tu disais de l'exact opposé, il explique bien que dans une description ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin de rajouter une tonne d'adjectifs et de qualificatifs, etc., que le plus efficace, c'est d'aller à l'économie. Ce que ne fait pas du tout Lovecraft. Et pourtant, Lovecraft a inspiré King et il lui rend hommage, d'ailleurs, dès qu'il peut, dès que ce soit dans l'écriture ou même dans la Nouvelle Brume, où on a quand même un gros poulpe qui sort d'un lac dans la brume. En fait, il y a des choses assez, des parallèles, parfois sur des toutes petites choses, sur le personnage de Ça. Justement, je parlais de ça tout à l'heure. Le monstre principal, c'est un monstre très Lovecraftien parce qu'on a tendance à oublier que c'est un extraterrestre qui ressort tous les. Alors, je me souviens plus. Ça fait longtemps, hein, donc je me souviens plus des années. 70 ans, mais il y a un cycle où en gros, il faut que les planètes soient alignées pour qu'ils reviennent, quoi. Exactement, et on sait pas spécialement pourquoi il est là, on sait pas pourquoi il bouffe les gosses. Enfin, si, ça on le devine, mais pourquoi les gosses? Mais par contre, en tout cas, on n'a pas tous les détails, et c'est très Lovecraftien. Mais oui, Stephen King a raison quand il dit qu'il n'y a pas forcément besoin de toutes les descriptions, mais alors dans ce cas-là, on pourrait dire la même chose. Moi, j'ai le souvenir d'avoir lu le Père Goriot quand j'étais au lycée. Bon, en termes de description, dans ce cas-là, là, je pense qu'on en atteint encore un niveau au-dessus, quoi. C'est vraiment au max. Donc en fait, après, c'est les styles d'écriture. Stephen King, c'est une écriture qui est plus moderne, hein, tout simplement, plus facile d'accès. Je pense qu'aussi, c'est ce qui fait que c'est devenu énorme. Mais c'est plus traditionnel, Lovecraft. De toute façon, c'était un personnage plutôt lui-même qui était plutôt attiré par les choses, le style d'écriture plus traditionnel. Au début, quand il écrivait sur les poèmes qu'il a écrits, il supportait pas l'idée d'écrire en prose. Oui, c'était un puriste. C'est ça. Mais après, il s'est un peu ouvert quand même, parce qu'il a écrit des choses en prose un peu plus tard. Mais, et très joli en plus, d'ailleurs. Oui, il y a des choses très belles.
C'est marrant parce qu'en ce moment, je relis. Je passe un peu du coq à l'âne, mais on verra après. Mais j'ai regardé La Chute de la Maison Usher sur Netflix, la série qui est sortie. Mhm. Je sais pas si tu l'as vu, toi, de ton côté, mais Pas encore. qui est adapté de Poe, en fait. Enfin, il y a la nouvelle de Poe, La Chute de la Maison Usher. Après, tous les épisodes sont un titre d'une nouvelle de Poe. Ok. Il y a beaucoup de poésie de Poe qui est citée dedans. Et Mhm. donc, je relis en fait je relis en ce moment de la poésie de Poe, justement. C'est quand même beaucoup plus romantique. Il y a des choses très belles, mais on se rend compte quand même il n'est pas dans le romantisme noir de Paul Lovecraft. Il est plus dans de la poésie, comment dire, plus sombre, mais sans le côté romantique. Après, c'est pas Oui. forcément une obligation, mais parfois c'est très beau. Un peu moins, on sent que lui était un peu moins porté sur les femmes et tout ça, en tout cas de son côté, alors que Poe, lui, avait ce vrai romantisme, bon, souvent lié à des nanas mortes, hein, mais On fait comme on peut, le lyrisme, hein, après, bon. oui, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, il y a quelque chose il y a quelque chose de très beau dans les poèmes de Lovecraft, mais il faut enlever ce romantisme et tout ça. C'est-à-dire qu'on est plus dans quelque chose de plus fantastique, quoi. Parfois, c'est presque un peu heroic fantasy de temps en temps. Oui. Il y a presque de la fantasy un petit peu. Mais oui, il a écrit de très beaux poèmes. De toute façon, je trouve que sur Lovecraft, il faut se pencher un peu sur autre chose. On n'est pas obligé de se pencher uniquement sur le mythe, sur le mythe de Cthulhu en l'occurrence. Il y a beaucoup de choses à côté. Et ça, c'est des choses que j'ai découvert même un peu plus tard. Quand j'ai relu Lovecraft, quand j'ai continué à lire, moi, au début, en tant que gamin, je lisais principalement les nouvelles qui étaient du mythe. C'est celles qui étaient proposées le plus facilement. Oui, les plus mises en avant, éditées, promues, c'est effectivement le mythe de Cthulhu. En veux-tu, en voilà. Exactement. Mais après, c'était intéressant de se pencher sur les choses qui n'étaient pas forcément liées au mythe, et il y a énormément de choses vraiment intéressantes. Bah, notamment ces nouvelles beaucoup plus merveilleuses que horrifiques, qui sont toutes liées au contrées, enfin, qui sont aujourd'hui rangées sous l'étiquette les contrées du rêve. Mais pour le coup, on est presque plus dans un merveilleux très anglo-saxon. Bon, avec quand même des dimensions un peu horrifiques, mais c'est presque des univers complètement différents. Et c'est vrai que beaucoup de lecteurs et lectrices, ne connaissent que Cthulhu et pas tout cet aspect plus onirique, plus inspiré et moins horrifique. Après, c'est aussi parfois plus difficile à lire. C'est-à-dire qu'on fait partie dans les contrées du rêve de temps en temps, sur les plus longs, comme Kadat et tout ça. C'est des nouvelles qui sont un peu plus difficiles à lire. On est moins dans le... comment dire, il y a un côté qui est, je pense, passionnant pour un fan, très onirique justement, comme tu disais si bien, qui t'emmène ailleurs, mais bon, c'est plus difficile d'accès. Enfin, concrètement, oui, le style est plus dur. C'est pas ce que je conseillerais en premier. Le style est plus dur, et puis il y a une chute sans avoir vraiment une chute. Il y a pas cette espèce de fin qu'il y a dans la plupart des nouvelles de Lovecraft, de grande apothéose. Il y en a un petit peu, mais c'est pas exactement la même chose. Par contre, dans la manière d'écrire, il y a quelque chose de beaucoup plus poétique et c'est assez touchant. Et c'est là où on voit effectivement la dimension poétique de Lovecraft. Parfois, il y a des choses très belles. Parfois, je trouve qu'il y a des choses un peu moins inspirées, bon, sur du poème, parce que ça va être parfois un peu trop direct, ça va manquer un petit peu de... Ouais, je disais un peu de romantisme, mais pas au sens romantisme amoureux, mais au sens romantisme général. Mais bon, en tout cas, il savait manier les mots, ça c'est clair. Ah oui, là quand même on est sur effectivement un niveau, c'est vrai qu'il y a beaucoup de distinctions entre littérature de l'imaginaire, tout ce que tu as cité, et grande littérature. Alors je sais pas trop à partir de quel moment il y a eu cette distinction, mais Lovecraft a une écriture d'une qualité littéraire qui est trop peu souvent mise en avant par rapport à tout ce qu'il a créé, mais c'est presque équivalent. Au niveau de l'écriture, si lui est pas, enfin, il est considéré comme un immense écrivain, mais s'il n'est pas peut-être mis au même niveau que des écrivains qu'on considère comme des monuments vraiment de l'écriture, c'est aussi parce qu'on est dans un style qui est moins accessible. De toute façon, c'est un style, c'est de l'horreur, c'est des histoires qui sont sorties dans des pulps à l'époque. Enfin, c'est moins mainstream, on va dire, un peu comme dans la musique, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu plus underground. Oui, clairement, ouais. C'est moins classique, moins socialement
Voilà, c'est le bon terme. Ce qu'on mettrait dans la littérature classique. Je suis pas sûr. Lovecraft rentre aujourd'hui vraiment dans la pop culture, est vraiment à la mode, mais pas considéré encore comme un écrivain dit des écrits classiques qu'on va trouver dans une collection à côté de même à côté de choses comme Maupassant ou des choses comme ça. Ça va pas rentrer au même endroit. Non, ouais, clairement pas. Hein. Il y a encore cette distinction assez ferme entre les genres. Exactement. Et toi, par rapport à l'écriture d'une chanson, l'écriture des paroles, comment toute cette inspiration, tout cet univers qui en plus est très visuel, comment l'écriture d'une chanson se passe-t-elle Ok, donc sur une chanson normale, donc le ciné-concert on en parlera après, donc là sur une chanson normale, parce que c'est un exercice qui était complètement différent, le ciné-concert. Au niveau d'une chanson normale, à aujourd'hui, depuis le début, à part quelques exceptions, je compose quasiment seul, donc c'est en gros... ça a rien de très merveilleux, hein. C'est moi devant mon PC avec mes guitares et qui travaille, qui sans relâche cherche jusqu'à trouver quelque chose qui me touche. On peut dire la chose un peu plus poétique de la composition, c'est que en dehors du côté technique, c'est que de toute façon, je vais toujours rechercher quelque chose qui me touche. On n'est pas dans la musique, j'ai rien contre particulièrement, on n'est pas dans chercher quelque chose de dansant, chercher quelque chose d'un refrain qui va marcher parce qu'on imagine, je sais pas moi, les 80 000 personnes se lever et danser par-dessus, tu vois, comme ça peut être dans la musique un peu plus grand public. Oui. Là, on va être purement sur l'émotion. Donc, de toute façon, il faut que ça me touche. Donc, ça va surtout être cette recherche-là. Hein. C'est de la recherche de sensations fortes. C'est-à-dire, si vraiment ça me touche, je suppose que ça peut toucher les autres. Mais c'est déjà arrivé que je propose un morceau, mes acolytes, et qui me disent ouais, c'est cool, mais ça... Non, il manque quelque chose, c'est pas au niveau. Donc, ça peut arriver de temps en temps. Donc, à partir de ce moment-là, quand ils sont tous d'accord, j'y retourne, quoi. J'y retourne et c'est reparti. Et jusqu'à que ça me reprovoque quelque chose. Alors, généralement, quand ils me disent ça, c'est que je suis déjà pas très sûr de moi. C'est-à-dire que généralement, je prépare le terrain. Je leur dis, bon, voilà, j'ai envoyé le morceau. J'espère que ça vous plaira. Bon, j'ai essayé de faire ça. Bon. Je suis pas très sûr de moi à ce moment-là, quoi. Mais c'est bien parce que derrière, ça me pousse à aller plus loin. Tu vois, pour le prochain album qu'on va pas tarder à enregistrer, il y avait tout de suite fait un morceau. Remarque, je dis ça, c'était presque l'inverse. C'est-à-dire que je me disais, mais ça marche. Et j'étais là, il y a un truc qui me dérange. Et j'y suis retourné. J'ai changé toute la fin du morceau. De suite, ça a fait l'unanimité pour moi comme pour eux. Donc, c'est vraiment cette recherche de dire, ça y est, quand on a fini le morceau, on est arrivé au bout de la chose. Les choses peuvent retomber jusqu'à la prochaine. Donc, c'est ça. Et après, au niveau des textes, là, ça va être s'inspirer des émotions. Après, généralement, quand je compose, j'ai déjà plus ou moins en tête le thème. Tu sais où tu vas, quand même, tu as une direction un peu vague, mais il y a une direction vers laquelle tu tends. Ouais, ça veut dire que aujourd'hui, on pourrait imaginer que le concept est avant la musique, mais c'est pas vraiment le cas. Enfin, ça a évolué un peu avec le temps, on va dire. Aujourd'hui, c'est quand même la musique qui prend la grosse part du gâteau dessus. Il faut que ça fonctionne au niveau des émotions, même sans parler du concept. Ça reste de la musique en premier. Puis il faut que ça puisse parler à des gens qui ne connaissent pas Lovecraft et qui n'ont pas forcément envie de le connaître. Hein. C'est pas une obligation. Oui, il y a ce côté universel, on peut dire, de la musique pour parler d'un gros cliché, tout en étant en même temps en partant d'une niche. Alors c'est pas du tout péjoratif comme terme, hein, mais d'un univers qui est partagé par un petit groupe de personnes et quand même essayer de parler au plus grand nombre. Exactement. En fait, c'est de toute façon, le but c'est pas de se limiter aux fans de Lovecraft, ce serait un peu dommage. Donc, mais de l'autre côté, en termes d'écriture, oui, il y a quand même un concept en tête. Est-ce que ça va coller? Est-ce que ça va marcher avec le concept qui est à côté? Et la plupart du temps, ça fonctionne. Et après, l'écriture des textes, là, ça va être relecture, essayer de résumer ça, voir comment coller ça par rapport au morceau, et à la fin, voir si au niveau des émotions, ça colle. Et adapter, de toute façon c'est de l'adaptation, hein. Dans tous les cas c'est adapter une nouvelle ou une histoire ou une entité, une sensation particulière, ça change un peu selon les albums. Oui, qui sont assez conceptuels chacun, donc j'imagine que le prochain sera dans la même direction du concept. Tout à fait, exactement, mais je n'en dirai point plus.
En attendant, justement, il y a ce ciné-concert. Comment l'idée est venue? En plus, avec un film type années 20, enfin film muet, voilà. Comment est-ce que c'est né et pourquoi cette esthétique? Alors déjà sur un ciné-concert, alors comment l'idée du ciné-concert est née? Moi, c'est un truc qui me faisait kiffer depuis longtemps. À Bordeaux, là où est le groupe et là où j'habite, euh, il y a, euh, il y a eu toute une période où une fois par an, il y en a eu plus que ça, mais en tout cas au niveau métal, il y avait un ciné-concert par an. Il y a eu tout un festival de ciné-concert à une époque. Et j'avais, alors, celui-là, je l'avais loupé, d'ailleurs, mais je sais qu'il était passé. Il y avait eu Gojira qui avait fait un ciné-concert sur Machiste aux Enfers Ah oui. à Barbey, il me semble. L'année d'après, donc tu vas voir, il y avait Jenks, groupe de Bordeaux, qui avait fait L'Appel de Cthulhu, donc on y reviendra. Donc, Ouais. le même film, en l'occurrence. Il y a eu Sleepers, qui faisait plutôt de la noise, qui avait fait Dr. Jekyll and Mr. Hyde, et j'avais vu Year of No Light, qui avait fait Vampire. Il y avait vraiment quelque chose à Bordeaux, et moi je voyais ça, je trouvais ça génial, en fait. Vraiment, le côté, de toute façon, le côté création de musique, création parce qu'à la fin, même la musique de TGO, c'est ok, c'est que de la musique, mais il y a des images en tête. Donc là, c'est juste de la musique à l'image. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et quand, malheureusement, sans vouloir parler de cette période-là, il y a eu le Covid, il n'y avait plus de concerts. Il y a commencé à avoir des concerts assis. Ça a commencé à être réautorisé. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet pour proposer quand même des concerts assis, qui soient pas du concert, on va dire, lambda, parce que les concerts assis lambda, je trouvais ça un peu chiant. Ouais. Et c'était pas très agréable, surtout pour du métal. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait? Un ciné-concert, ce serait un peu parfait. Puis en plus, comme j'avais envie d'en faire un, ça faisait longtemps que l'exercice me branchait. J'ai proposé ça. Donc, au niveau des films, on a commencé à regarder. Pour moi, il était un peu évident quand même que ce serait intéressant de le faire sur un film Lovecraftien. Mais il n'y en a pas 50, donc c'est pas forcément facile. Oui, et il fallait trouver un film qui soit vraiment intéressant. Il y a un film allemand, il y a en noir et blanc. Merde, je sais plus s'il est muet. Ça fait un bail que j'ai vu. C'est La couleur tombée du ciel. Le titre est en allemand. C'est Die Farbe quelque chose. Je me souviens plus. Mais assez long, assez lent. Et en fait, il y a toujours ce film de l'Appel de Cthulhu qui était là. Mais comme Jenks à Bordeaux l'avait déjà fait, on s'est posé la question. On s'est dit bon non, on va chercher autre chose. Ça a déjà été fait. Puis au bout d'un moment, on y revenait. Le film est parfait. 47 minutes. Muet noir et blanc, ce qui est quand même beaucoup plus simple parce qu'un film avec des dialogues, c'est compliqué, oui. Très compliqué. Ouais. Ça marche si tu joues la musique originale qui avait été prévue. Oui. J'ai vu quelques ciné-concerts à Bordeaux. Alors, j'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux, l'espèce de grand machin qu'il y a eu justement, il me semble, à Matmut, enfin au gros stade là. Non, j'étais allé voir à l'auditorium, il y avait eu La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano en ciné-concert avec une grande chorale et tout, c'était assez incroyable. Et j'avais vu Psychose aussi, Hitchcock en ciné-concert. Pas mal, ouais. C'était très bien. Mais des films, alors, pour La Guerre du Feu, j'allais dire film parlant, vite fait, mais ça parle pas des masses. Mais en tout cas, pour Psychose, là, ça fonctionnait. C'était magnifique, hein, d'ailleurs. C'était vraiment génial. La scène de la douche avec 40 violons qui t'envoient les crissements de violon, c'est incroyable. Pas mal, ouais. C'était assez incroyable. Mais ça fonctionnait parce que c'était la musique du film. Donc, elle était prévue pour soutenir des dialogues à des moments précis et tout ça. Donc, il fallait pour moi un film muet. D'ailleurs, la plupart des films que je t'ai cités, il me semble presque même tous, les films qui ont été faits par des groupes de métal, en tout cas à Bordeaux, c'était des films muets. Ouais. Exactement. Donc, en fait, c'était la logique. Et ce film-là, on y revenait parce qu'il est muet, noir et blanc, 47 minutes, donc pas trop long non plus. C'est bien aussi d'avoir un format qui fasse pas 1h30, ça peut être fatigant au bout d'un moment. Et l'Appel de Cthulhu, quoi. Le film, il était fait pour nous, quoi. Il était fait pour qu'on le fasse, quoi. Donc c'est comme ça qu'on l'a choisi. C'est en se disant, tant pis, il a déjà été fait. Tant pis, en fait, au bout d'un moment, on y revient tout le temps. Il faut qu'on fasse notre version de l'Appel de Cthulhu. Oui, c'est ça, c'est votre propre interprétation. Sinon, si on part du principe que ça a déjà été fait, j'imagine, en tant qu'artiste, tu ne fais pas grand-chose. C'est ça, mais on va dire que là, c'était un groupe de Bordeaux, ça a été fait à Bordeaux, donc forcément, tu te poses 2 fois la question. Mais quand c'est ce film-là, au bout d'un moment, on a arrêté, puis quand on a commencé à travailler dessus, c'était évident.
Et alors, on a beaucoup donc nécessairement parlé de Lovecraft, mais tu as brièvement évoqué d'autres sources d'inspiration. Aujourd'hui, tu dirais, enfin, tes 3-5 auteurs les plus marquants, qui seraient-ils, que ce soit des lectures que tu as eues adolescent ou plus tardivement? Oh, putain, ça va être dur à citer comme ça. En plus, j'ai lu tellement de Lovecraft qu'au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de lire que ça. Surtout que moi, je lis énormément de bandes dessinées. Donc là, il y en a des tonnes et des tonnes d'auteurs. Mais on va dire en littérature, bah, je vais être hyper classique. Hein. Je vais, je vais dire Lovecraft évidemment. Je vais dire Poe. Je vais dire Stephen King. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui m'a... Après, je reviens. Moi, je suis un peu obsessionnel sur des trucs, donc je suis je suis un peu toujours sur les mêmes choses. Je relis les mêmes choses, mais C'est assez rare les gens qui disent oui. Prendre le temps de relire et enfin, poser un nouveau regard sur de l'acquis, c'est assez rare. bah, c'est peut-être lié aussi à la bande dessinée parallèlement parce que je relis énormément mes bandes dessinées. C'est-à-dire que dès que je zappe un peu, je peux en relire une, même si elle fait 300 pages, c'est reparti pour un tour, quoi. Donc, je peux même repartir du début d'une session. Mais après, moi, il y a énormément d'auteurs qui m'ont marqué, mais pas parfois sur toute leur œuvre. Hein. Moi, je me souviens quand j'avais lu Barjavel, j'avais adoré, ça m'avait énormément marqué. Qu'est-ce que je pourrais te faire? Enfin, en fait, il faudrait que je regarde ma bibliothèque, mais à la fin, c'est tellement le bordel, il y en a partout que je vais avoir du mal à citer des choses très précises. C'est-à-dire que ça se mélange beaucoup dans ma tête avec, avec la bande dessinée que je lis énormément. Je lis de manière tout à fait transparente. Je lis toujours du Lovecraft en tant que roman. Bah si, je vais te citer Tolkien, évidemment. J'ai adoré Oui. tout ce que j'ai lu de Tolkien. Enfin, c'est des choses très, très classiques. On peut pas dire que je sois le plus original du monde en termes de lecture. Et puis, comme je te dis, moi, je lis énormément de bandes dessinées. Donc là, il y a bah, ça va être vraiment des styles en plus. Ça va être la BD franco-belge, ça va être du manga, ça va être du comics, ça va être énormément de choses. Donc, alors là, des auteurs, si je dois t'en citer, on n'est pas rendu, quoi. Oui, c'est multigenre tes lectures en bande dessinée, parce que là aussi, autre segment, la bande dessinée, c'est pas de la littérature, bref, c'est une source vraiment de lecture. On lit une bande dessinée chez toi, au moins, et voire même apparemment plus importante que la littérature que je mets entre guillemets de livres. Aujourd'hui, Oui, ça n'a pas été du tout le cas à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que ce qui me plaît énormément avec la bande dessinée, bon, déjà, c'est que c'est un art et un média qui a pris énormément d'importance, parce qu'il a toujours été important, mais j'ai l'impression que depuis une quinzaine d'années, c'est devenu quelque chose de gigantesque. Ça restait en fait la bande dessinée, à part pour des gens très pointus, ça restait un média pour les adolescents, les oui. enfants et les adolescents. Maintenant, c'est devenu vraiment une lecture d'adulte, hein, la bande dessinée. Et Oui, donc, du avec coup, un peu le côté lettre de noblesse, parce que c'est vrai que tu citais la BD franco-belge, on considérait que c'était un peu les BD de papa, ouais. qu'on pouvait offrir à la fête des pères tranquillement. Et sinon, comme tu dis, c'était vraiment les ados, voilà, jeunes adultes un peu geeks, mais ça allait pas forcément plus loin, tandis qu'effectivement, depuis plusieurs années, ça prend vraiment une ampleur littéraire qui n'était pas reconnue forcément jusque-là. Et je pense que moi, il y a un lien entre le principe de collection en plus. C'est-à-dire, la collection de bouquins, j'aime bien avoir des livres, mais la bande dessinée, il y a quelque chose d'encore plus visuel. Donc, si tu Oui, veux, je pense que dans la collection, je me suis pris d'amour en fait pour ça. Et pourquoi j'en lis plus aujourd'hui que de la littérature plus classique, que du livre classique, ça va être principalement parce que j'en achète et que je les collectionne. À partir de ce moment-là, évidemment, ça prend plus de place parce que ça allie, comme je disais, un mélange de lecture et de collection. Donc ça doit être pour ça que je me suis plus penché, je vais y arriver, pardon, sur dessus maintenant. C'est qu'il y a cet aspect collection et très très varié. Mais bon, moi j'ai des potes qui lisent encore énormément de science-fiction, de choses comme ça en roman et très peu de bande dessinée.
Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a énormément plu. Je suis assez sensible aussi au visuel, bien que ça m'arrive parfois de lire des bandes dessinées avec des dessins qui sont pas forcément tarés. Mais si le scénar est là, je prendrais sûrement autant de plaisir à les lire si c'était du roman classique. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a cet aspect collection, parce que lire un bon bouquin, ça pourrait me faire autant plaisir. Là, tu vois, je me suis acheté, bon, c'est de la poésie, c'est pas exactement la même chose, mais je me suis pas pris la poésie de Paul, là, dont je te parlais au début, je l'ai pas pris en mode illustré, quoi. Oui, c'est le recueil de poésie, pour le coup, classique, avec du texte et rien que du texte. Exactement, et je prends autant de plaisir. Mais la bande dessinée, il y a vraiment quelque chose de particulier, et on en découvre tous les jours. Le roman graphique, comme on l'appelle, comme on essaie de mettre dedans pour sortir un peu de l'idée BD, justement. Je pense que c'est un terme qui a été fait un peu pour ça, pour le différencier de la BD franco-belge, assez basique, dont on parlait tout à l'heure. Il y a des choses absolument fantastiques, même dans des adaptations d'ailleurs, hein, des adaptations de Lovecraft en bande dessinée, il y a des choses fantastiques. Là, il y a Dracula, j'ai un Dracula qui est sorti, je sais plus comment s'appelle le mec qui dessine ça, c'est Georges Besse, quelque chose comme ça, qui vient de sortir une adaptation de Notre-Dame de Paris aussi. Il y a des éditions collector qui sont gigantesques, qui sont magnifiques, mais moi, ça a été un plaisir. J'ai lu ça, en parlant de choses qui m'ont marqué quand j'étais gamin, le Dracula de Bram Stoker, il m'a transporté. Quand j'ai lu ça, je devais être en 4e ou en 3e, donc c'était il y a longtemps, malheureusement, mais ça fait un moment. Ça m'a transporté. Et là, de le redécouvrir en bande dessinée dans un mode, en plus, je te dis, l'édition, je la conseille vraiment, elle est magnifique, elle est gigantesque, elle est tout en noir et blanc, c'est à tomber par terre. J'ai appris un plaisir différent de ma lecture de base, mais j'ai pris un énorme plaisir à lire ça. Donc, il y a les deux, mais la bande dessinée, en ce moment, prend plus de place. Ouais. Oui, et ça rejoint le côté visuel qu'on disait en début d'échange autour du groupe, même que au niveau des clips, au niveau des pochettes et même au niveau de la musique elle-même. C'est un peu bizarre peut-être de dire ça, mais pour moi, la musique de The Great Old Ones, elle est très visuelle. Alors très colorée, très très imagée dans les compositions et dans ce qu'elle transmet. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça aussi, mais ça m'étonne pas du tout d'un point de vue créatif que tu parles de bande dessinée, de t'en nourrir. Bon, même si le petit côté collection, etc., ça rajoute un plus, mais c'est vraiment quelque chose de plus que la bande dessinée t'apporte par rapport à une lecture. Oui. Tout à fait. Alors après, dans la lecture classique, les images, elles sont... Moi, je me suis toujours fait des images dans la tête. De toute façon, on parlait du jeu de rôle aussi au début, c'est un peu le même principe. Hein. Un jeu de rôle, c'est un game master qui est un de tes potes. On peut pas dire que... Voilà. Et un papier, des dés, quoi. Donc, tout se fait dans la tête. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination. Donc, dans les lectures, ça se ressentait. À la fin, il faudrait se poser la question si la bande dessinée, c'est pas de la fainéantise. Hein. On se dit, est-ce que c'est pas juste, du coup, il y a pas moins besoin en fait de réfléchir, il y a moins de texte et en plus, t'as même pas réfléchir aux images, quoi. Mais non, je pense que c'est pas ça, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de très visuel. Et puis, des fois, tu tombes sur là, je regarde en direct la bibliothèque qui est derrière et je vois par exemple Universal War One, qui est une série de bandes dessinées de science-fiction. Et il y a des pages waouh, je pourrais appeler ça comme ça, tu vois, tu tournes la page, tu as une double page de dessin fantastique et c'est assez incroyable. Mais en même temps, dans le roman, on peut retrouver ça aussi. Hein. Si c'est très bien décrit, ça marche très très bien. Quand Lovecraft décrit certains villages comme Innsmouth ou même les montagnes hallucinées et tout ça, on y est. Mais un jour, je reviendrai sûrement à la lecture du roman pur. J'ai lu un peu de polar aussi. J'aime bien les polars bien sales, même les trucs faciles. Hein. Je suis plutôt bon public. Alors, je suis pas un élitiste pur et dur. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire du Chatham, par exemple. Il y a beaucoup de lecteurs très puristes qui vont dire c'est de la merde. Concrètement, pour résumer. C'est vrai, hein, par rapport à des romanciers qui écrivent des romans policiers, on va dire un peu plus poussés. Rechercher au niveau, oui, c'est plus facile, mais pareil, comme tu dis, ça serait rentré dans une forme d'élitisme de déjà quelqu'un qui a décrété que ça, c'était encore une fois, de la vraie littérature. Et ça moins. Alors c'est vrai qu'au niveau du style, on peut avoir quelques critères objectifs, mais
à l'époque, je pense que tu as dû forcément le voir, Lovecraft, il s'était fait mais détruire par le grand critique littéraire américain de l'époque, qui était Edmund Wilson, il me semble. En tout cas, je me souviens plus de son prénom précisément, mais Wilson, c'était vraiment le critique, et il détruit Lovecraft en disant que c'était une écriture indigeste, qu'il avait aucun talent, et puis en gros, quelle idée de parler de mondes bizarres avec des créatures, enfin, voilà, il s'est vraiment fait détruire. En même temps, il y a beaucoup d'auteurs, à mon avis, qui se sont fait défoncer à une époque. Beaucoup de gens qui avaient écrit des bouquins et qui se sont fait refuser par des éditeurs parce que sûrement ils s'est dit, bon, la grande histoire de J.K. Rowling avec Harry Potter, avec l'édition qui a refusé Harry Potter, et à mon avis, le mec qui l'a refusé a dû s'en mordre les doigts, je pense. Clairement, il n'a pas dû avoir sa promotion cette année-là, je pense. Mais t'avais Proust aussi, Proust qui s'était fait refuser de beaucoup de maisons avant d'être publié et de devenir Proust. Bah oui, mais parce qu'en fait, déjà, il faut être touché par ça. Et en même temps, je dirais, c'est un peu... c'est très personnel comme appréciation de la lecture. Chatham, c'est peut-être beaucoup plus simple, c'est peut-être pas très profond comme littérature. Tu vois, je te prendrai un autre exemple. Moi, à l'époque, j'avais adoré le Da Vinci Code. Ben, tu vois, j'avais lu le Da Vinci Code, je l'avais dévoré. Ah, pourtant, en termes d'écriture, on peut pas dire que ce soit ouf. Hein. Ouais, c'est simpliste, mais il y a des images, encore une fois, par rapport à... Enfin, voilà, quelque chose qui génère des images. Est-ce qu'on est en droit de se dire, bon, bah ça c'est nul, ça c'est si, bon... Oh, puis ça marche. Ouais. Et puis l'histoire, elle marche. C'est-à-dire on rentre dedans. Oui, c'est facile. C'est sûr que si on recherche uniquement que de la littérature classique, qui est magnifique, hein. De toute façon, c'est très simple. Hein. Si tu compares une littérature plus classique avec le Da Vinci Code, oui, tu la vois, la beauté du texte tout de suite dans la littérature plus classique, tu la vois. C'est pas compliqué. Par contre, de l'autre côté, ça fonctionne, tu le lis comme tu materais un film, en fait, comme tu materais un film assez simple, mais par contre qui te transporte dans l'histoire. Moi, ça me choque pas, je suis pas élitiste avec ça. À la fin, de toute façon, soit c'est trop simple, soit c'est trop compliqué, c'est trop machin. Comme tu disais, Lovecraft, parfois, c'est difficile à lire, parce qu'il y a beaucoup de descriptions, des adjectifs, en veux-tu, en voilà. Et d'un autre côté, l'autre, c'est trop simple. À la fin... Il faudrait savoir. Bah ouais, on lit ce qu'on a envie de lire. Au fond, il y a une liberté. Je trouve qu'à un moment, c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir des critiques littéraires, des critiques musicaux. C'est bien qu'il y ait des gens qui aient des avis, parfois pour faire découvrir des choses comme ça. Mais il faut quand même garder un peu. L'élitisme, de toute façon, ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, c'est. Chacun est libre. C'est un milieu de liberté. C'est un milieu de liberté. Dans le black metal, il y a un côté assez élitiste. Oui. Donc il y a beaucoup pour la blague aussi, quand même. Pas que. Hein. Tu vas retrouver des gens, le changement, le fait que ce soit devenu plus grand public, entre guillemets, enfin un peu à la mode d'un certain côté, ou plus facile d'accès. Bon, ça les emmerde. Et en même temps, je suis pas chiant, hein, mais, parce que du coup, je respecte leur avis. Je me dis, oui, je comprends. Mais d'un autre côté, et en même temps, laissons les gens écouter, juger. Celui qui aime pas, il aime pas. Celui qui aime bien, il aime bien. Et pas de... À un moment, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, oui, puis il y a du choix pour tout le monde en plus, que ce soit en littérature ou on va prendre musique, mais plus spécifiquement black metal. On peut tout à fait avoir des groupes un peu plus accessibles avec le black gaze qui est effectivement très critiqué parce que c'est trop proche des musiques trop commerciales, etc. Bon, il y a aussi des démos inaudibles enregistrées avec un microphone Fisher-Price dans la salle de bain, plus puriste, quoi. Il y en a pour tout le monde, comme il y a des livres très accessibles, des livres plus compliqués à lire. C'est sûr que si l'un remplaçait l'autre, ce serait un problème, mais il y a le choix. Ce qu'il faut, je pense que ce qui embête un peu les personnes, j'ai pas envie de les appeler élitistes parce que ça peut paraître péjoratif, mais qui vont en tout cas être plus attentifs à cette qualité d'écriture, et ça je peux comprendre, c'est peut-être aussi une crainte que du coup on oublie en fait la belle écriture au profit d'une écriture plus facile d'accès, et donc plus grand public. Et ça je le comprends, c'est-à-dire qu'à un moment il faut pas non plus oublier, faut pas devenir feignant justement de la lecture en allant que vers les choses faciles. Il faut presque que ce soit un peu une ouverture vers quelque chose d'un peu plus profond. Je bosse avec beaucoup de jeunes
bah, je peux t'assurer qu'il n'y en a pas beaucoup qui lisent, hein. Donc, si on commence à leur dire, ah non, non, lis pas ça, c'est trop simple, commence déjà avec des trucs beaucoup plus poussés, bah, on va pas leur donner envie de lire. À un moment, à force de vouloir être trop élitiste sur la lecture et trop à dire que ça, c'est trop simple, pas assez bien écrit, il n'y a pas assez de figures de style, enfin, on n'est pas dans la poésie de la littérature classique. Bah oui, bah sauf qu'il y a des gens, mais ils vont jamais lire. Du coup, ils vont pas lire parce que ils n'ont pas envie de s'emmerder. Bah, c'est comme avec le manga, quoi. Le manga qui est le sous-genre, ça commence à changer vraiment. Mais j'entends encore beaucoup de gens qui disent non, mais le manga, c'est pas vraiment de la BD. Bah, y a des mangas très moches, mais il y a aussi des BD franco-belges très moches. Enfin, à un moment. Ouais, et puis les questions de l'écriture dans le manga, il y a tout. Parce qu'il y en a beaucoup. Par contre, là, il y en a vraiment énormément. Ouais. Mais tu vois, là, je lisais, j'avais vu l'animé, mais je n'avais pas lu, je lisais Berserk. Un vieux manga. Ça commence à dater maintenant. Oui. L'écriture, alors on va pas comparer par rapport à un roman classique et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais comment dire, la profondeur, la noirceur du récit, la confrontation entre les deux protagonistes principaux, enfin, en tout cas les deux antagonistes qu'on trouve, mais sans spoiler, s'il y en a qui veulent le lire plus tard. Mais j'ai trouvé que c'était excellent, enfin, qu'il y avait quelque chose de jusqu'au boutiste. On est vraiment on est pour moi dans de l'art pur, hein. Quand tu lis du Ito, quand tu lis Spirale, alors ça, moi j'ai découvert ça assez tard d'ailleurs, hein. C'est une personne de Crazy Cat, la librairie BD de Bordeaux, qui m'a conseillé ça. Bon, bah j'ai pris alors en plus c'est pas forcément facile à lire, hein. On pourrait trouver ça très simple, mais il y a la lenteur japonaise un peu parfois dans l'écriture, mais c'est incroyable. Je trouve ça au même niveau qu'un grand roman d'horreur à côté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez incroyable, mais c'est juste un média différent. Mais c'est pas forcément qu'il ait une moins bonne qualité. Mais ça, je crois que les gens, quand ils ont l'impression qu'on leur vole un peu leur truc de temps en temps, quand quelque chose devient populaire, déjà, ils ont l'impression qu'on leur vole un peu leur spécificité. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Oui. Peut-être que je me trompe, mais qu'il y a ce sont des univers très forts, et quand on est très passionné, on se crée une identité autour de sa passion, et quand elle devient trop mainstream, entre guillemets, trop grand public, on perd un peu de sa singularité, et je crois que ça nous emmerde. Et pour finir, tu emportes un livre, un seul, sur une île déserte. Lequel ? Oh, je vais amener l'appel de Cthulhu quand même, parce que sinon ça va chier. Non, j'ai emmené un gros recueil de Lovecraft, en tout cas pour continuer à... Parce que l'avantage du roman par rapport à la BD, c'est que tu peux transporter vachement plus facilement d'histoires que quand tu prends des... Ça, c'est vrai. On fait vite le tour. Donc non, ce sera du Lovecraft, si c'est une nouvelle, mais ce sera un recueil de Lovecraft. Mais je pense que si je devais embarquer un livre, il faudrait qu'il y ait du roman, de la nouvelle et de la poésie aussi. Je pense que si je me retrouvais tout seul en fait, de ressentir une émotion dans de l'histoire longue, mais de la beauté et de l'émotion directe au travers de la poésie. Donc il faudrait qu'il y ait un petit peu tout ça dedans. Donc je ne pourrais pas te citer un truc très précis, mais en tout cas un recueil qui me met un peu tout ça dedans.